Surtout, ne lance pas cette canette. Non! Surtout ne mange pas cette part de pizza. Maintenant, suis-moi. Pourquoi moi? Tout est calculé. Oui. La brigade du temps est à mes trousses. Il faut que tu m'aides à me planquer. Oh, j'ai pas le choix, Raph. Il faut que je t'emmène avec moi. Cet endroit, c'est le futur. C'est Henri. C'était pas moi, c'était mon double du futur. Tout ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est d'empêcher Raph de créer la police du temps. Rattrapez-le, faut pas qu'il s'échappe. Peu importe les circonstances, Raph doit mourir. Le manuel de la machine. Brûle-le. Tout sera annulé. Je dis que nous devons changer les choses et je dis que l'humanité doit changer. Salut tout le monde, bienvenue dans Le Son du Ciné. Alors cette semaine un épisode un petit peu spécial comme diraient les youtubeurs, puisqu'on va pas parler d'un compositeur américain ou bien d'une saga en particulier, mais on a avec nous un véritable compositeur de musique de film et de séries français. C'est Jimmy Tillier qui est avec nous, à qui on va pouvoir poser plein de questions. Voilà, donc Jimmy, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh bien, salut à tous. Déjà, merci de m'avoir invité. Et donc, moi, je m'appelle Jimmy Tillier, comme tu viens si bien de le dire. Et donc, j'ai plusieurs métiers qui sont à peu près tous en rapport avec la musique et le son. C'est-à-dire que je suis musicien, je suis aussi ingénieur du son, je suis prof d'instruments. Donc, je donne des cours de batterie, de percussion classique, de piano et de basse. Et je suis aussi ingénieur du son et compositeur, notamment de musique à l'image, puisque c'est de ça qu'on va causer aujourd'hui, a priori. Eh ben super. Et donc je suis toujours avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour Nils, bonjour Jimmy. Salut Axel. Alors nous Jimmy, on t'a invité parce que t'es le compositeur notamment des musiques de la web-série Le Visiteur du Futur de François Descraques, dont on est les deux des grands admirateurs. Ouais. Et du coup, ce que je te propose, c'est que Axel nous résume un petit peu la série, nous en parle pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas. Vas-y, puis ça me permettra de m'en rappeler un peu aussi, parce que ça date un peu. Ouais, ça fait un moment. Bon, j'ai fait très succinct, hein. C'est vraiment pour présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas la série. Alors c'est une web-série dont le premier épisode est sorti le 27 avril 2009. Alors je dis la date précise parce que c'est la date de mon anniversaire, donc voilà. Ouais, cool. C'était mon petit cadeau. Donc c'est apparu sur Dailymotion. Alors pour les plus jeunes qui nous écouteraient, c'est le YouTube français qui existait et qui était connu avant que YouTube ne pulvérise Dailymotion. Donc c'est une série qui a été créée par François Descraques, qui est, pour ceux qui connaîtraient plutôt le comédien Raphaël Descraques, donc le frère de Raphaël Descraques, qui fait partie notamment des Suricates sur YouTube. Donc cette histoire, en fait, elle nous raconte l'histoire de Raph, qui est un ado qui voit un jour apparaître un voyageur temporel, qui est joué par Florent Dorin, et qui va lui demander en fait de ne pas faire certaines choses pour éviter certaines choses qui vont provoquer des cataclysmes à l'avenir. Et donc des choses qui paraîtront banales, mais en fait avec des effets papillons monstrueux. Donc s'ensuit donc de nombreuses aventures dans le présent et dans le futur. Et à cela va s'ajouter une complexité, puisque une brigade temporelle va essayer d'empêcher le visiteur du futur de faire ces modifications. Et bien, il va tout faire pour l'arrêter. Et on va voir qu'il y a des complots qui vont se cacher à travers cette société. Donc ça, c'est à peu près le résumé de la saison 1. Et la saison 1, en fait, on pourrait presque la qualifier en fait, de bon délire entre potes, puisqu'il n'y avait pas énormément de moyens sur le tout début. Et les choses vont devenir, entre guillemets, sérieuses dès la saison 2, puisqu'il va y avoir notamment des diffusions télévisuelles, surtout la dernière saison, je crois, qui avait un peu plus de moyens. Et puis, il va y avoir aussi quelques produits dérivés, notamment un jeu de société, les DVD, livres, CD et autres. Donc voilà, ceux qui ne connaîtraient pas cette série, un petit peu pour la résumer rapidement. Et du coup, peut-être que je vais enchaîner avec mon extrait, Nils, peut-être. Eh ben vas-y, donc Jimmy, notre tradition c'est un peu de passer des extraits, donc là c'est quand même la première fois qu'on a le compositeur des extraits qu'on va passer avec nous, donc ça ajoute une plus-value c'est sûr, et donc on va commencer donc avec l'extrait d'Axel. Axel, je te laisse présenter ton extrait. Alors bah moi j'ai pris, alors c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, c'est parce que j'ai choisi le thème principal, le thème acoustique principal donc de la saison 2,
du Visiteur du futur. Parce que moi je la trouve vraiment super intéressante, et ce que je disais à Nils en off, c'est que moi je trouve qu'elle irait très bien avec un blockbuster américain, tellement je la trouve super bien écrite. Donc en tout cas on peut dire félicitations pour le travail, et puis on va laisser la musique parler. Merci. C'est répétitif un petit peu comme musique, ça. Bon, après, moi je trouve que c'est sympa, il y a une petite montée en puissance quand même qui est cool, et puis bah, ce petit air de violon qui reste en tête, je trouve. Donc moi, une musique, quand elle reste en tête, je trouve que c'est qu'elle a fait son taf de marquer les esprits, et quand on a parlé dans une autre vidéo avec Nice sur les musiques de films de super-héros dans le MCU maintenant. Aujourd'hui, les musiques, elles restent très anecdotiques. Et je trouve que celle-ci, en fait, elle reste bien en tête. Et c'est pour ça que vraiment, je trouve super bien écrite, en fait. Et elle marche bien avec l'ambiance qui est apportée par la série, quoi. Ouais. Après, elle reste en tête parce que justement, c'est un peu répétitif. C'est le fait, c'est un peu comme quand tu as un morceau qui passe à la radio qui est matraqué, et comme on dit, à un moment, tu te dis, bah ouais, je l'aime bien en fait. C'est psychologique aussi. Mais bon, c'est vrai que c'était un morceau qui est fort, que beaucoup de fans de la série aiment bien, que moi j'adore encore. Là, ça réveille un peu quelques souvenirs. Parce que je sais qu'on va en parler après, mais c'était
un des rares morceaux où il y avait des vrais instruments, par exemple, donc c'était les Laetitia Sautreau au violon et Cabor, donc Christophe Borgnon à la guitare. Et c'est vrai que c'était cool de pouvoir se retrouver et d'enregistrer ce morceau-là ensemble, quoi. Donc c'est plutôt sympa, sachant que Laetitia, je l'ai pas revue depuis pas mal d'années, et Cabor, on s'est régulièrement au téléphone, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu non plus, donc c'est toujours sympa d'entendre un truc comme ça rappelle des souvenirs, quoi. C'est cool. Et du coup, peut-être Nils, tu veux peut-être commencer avec une première question, je crois. On voulait savoir d'où te vient l'envie de composer pour l'écran, qui est quand même un côté de la composition qui est assez spécifique en fait par rapport à d'autres musiciens. Donc d'où est-ce que te vient cette envie? Est-ce que tu as des influences musicales? En fait, c'est bizarrement... enfin, moi, je fais de la musique depuis que j'ai 6 ans. Et en fait, ouais, ça me plaisait bien. En fait, j'ai fait des études de musique classique, si tu veux. Donc, je jouais dans des orchestres. J'étais clarinettiste moi, à la base, donc je jouais dans des orchestres. Et naturellement, en fait, j'aimais bien tout ce qui était musique classique. Donc moi, j'ai 39 ans, donc j'ai grandi à l'époque notamment c'était John Williams, hein, le gros compositeur qui, moi, m'a marqué à l'époque, c'était John Williams. Donc, moi, mon premier CD, quand j'ai eu ma première platine CD, c'était la musique de Hook. Et je l'ai encore d'ailleurs, et je l'écoute avec gros plaisir. Et c'était une époque où les musiques, justement, restaient en tête. Le John Williams, tu connais Star Wars, tu connais Indiana Jones, tu connais E.T., tu connais... Hook peut-être un peu moins, mais moi tout m'est resté en tête, si tu veux. Donc de là, je me suis dit, ouais, j'aime bien le rapport qu'a la musique à l'image. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais toujours envie de faire, sans avoir forcément l'opportunité de le faire, hein. Et puis s'est présenté l'opportunité sur Le Visiteur du Futur. Alors sachant qu'avant ça, j'avais fait un truc. J'avais fait, à un moment où je me sentais prêt, j'avais fait un genre de film basé sur une BD, donc une bande dessinée qui s'appelait Fées et tendres automates, de TI, et les dessins de Béatrice Tillier, qui n'a rien à voir avec moi, mais que j'ai rencontré après, du coup. Et j'avais fait un montage, donc il y avait 3 tomes, j'avais fait un truc où j'avais scanné toutes les pages, j'avais fait un genre de vidéo, on pouvait lire la BD, et j'avais fait la bande-son de ce truc-là pendant une plombe et demie. Et c'était costaud, un truc pour orchestre et tout, mais voilà, j'avais un visuel, j'avais rajouté quelques effets sonores, avec des potes, on s'était amusé à doubler un peu. Et donc c'était ma première, on va dire, expérience de musique de film, sachant que vu que j'avais pas de film, c'est moi qui avais créé le truc. Donc c'était assez chouette à faire, quoi. Alors, du coup, ouais, on parlait donc de musique de film, et est-ce qu'il y aurait un réalisateur avec qui tu rêverais de travailler, même que ce soit réalisable ou pas, hein? Je pense que au-delà du réalisateur, t'as les films qui sont intéressants. Tu peux avoir un réalisateur que t'adores, mais s'il fait un film qui me plaît pas, si tu veux, c'est pas forcément intéressant de bosser avec lui. Je pense que c'est plus le film qui va être intéressant que le réalisateur. Et du coup, est-ce que tu as actuellement des projets de composition pour le web ou pour le cinéma actuellement? Alors actuellement, tout de suite là, non. Enfin si, il y a le Visiteur du Futur, le film qui va arriver incessamment sous peu. Là, je vais m'y mettre normalement à partir de janvier. Donc c'est déjà un gros truc, hein, donc ça me suffit. Bah justement, on voudrait savoir du coup comment toute cette histoire de Visiteurs du Futur a commencé pour toi, comment est-ce que tu as rencontré François et comment t'es arrivé sur le projet. Alors en fait François, faut savoir que François, Anaïs, Slimane Baptiste Beroun, moi, Guillaume Le Pennec qui a fait les making-of de la série, on est tous issus du même BTS. On a fait le BTS audiovisuel à Boulogne. Et en fait, on s'est croisés aux épreuves de fin d'année. Après, moi, François, j'avais pas. Je pense que j'ai dû le croiser, mais vu qu'il était en option image, je crois, on s'est très peu vu. J'ai beaucoup vu Slimane, j'ai beaucoup vu Anaïs, qui était en exploitation. J'ai beaucoup vu Guillaume, mais François, je l'ai pas beaucoup vu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le BTS, j'ai travaillé, moi, comme ingénieur du son sur les courts-métrages d'Anaïs. Donc j'en ai fait un ou deux. Et à un moment, justement, je lui ai dit, j'aime bien ce que tu fais.
Et je lui ai filé le CD de la musique que j'avais faite justement sur la BD. Et quelques temps après, donc en parallèle de ça, je suivais un peu ce que faisait François. Et à un moment, je me dis, tiens, je vais regarder la saison 1 du Visiteur parce que ça vient de se finir. Voilà, je sais pas ce que ça donne. Ça a l'air de cartonner, donc il faut que je regarde. Et je crois qu'une semaine après, j'ai François qui m'appelle et qui me dit ah bah tiens, j'ai écouté ce que tu as fait, et Anaïs qui lui avait fait écouter. J'ai écouté ce que tu as fait, là je suis en train... Est-ce que tu connais le Visiteur du Futur? Alors je lui ai dit oui, je viens de regarder. Et il me dit, voilà, là on fait la saison 2, comme tu l'as dit tout à l'heure, Axel, voilà, lui il disait, voilà, on essaye de passer une étape et de faire ça un peu plus sérieux, donc ça reste autoproduit. Enfin, non, je crois que c'était Yankama qui arrivait à cette époque-là, mais voilà, il disait il y a un petit peu plus de moyens, est-ce que ça te branche de faire la musique, quoi. Et j'ai dit bah oui. Voilà, l'opportunité arrivait là, moi ça me plaisait, j'avais vu l'ambiance qu'il y avait dans la première saison, me plaisait. Donc c'était chouette, quoi. J'ai dit oui, et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Donc du coup, pas de casting, parce que c'était ma question que je voulais peut-être poser si tu l'avais pas détaillé. Pas de casting, pas de... Non, pas de casting, pas d'audition, pas de quoi que ce soit. Il m'a dit, est-ce que... enfin, après, ça date un peu, hein, parce que donc, c'était pas 2009, mais c'était peut-être 2010 ou 2011. Mais oui, c'était un truc comme ça. C'est est-ce que tu veux, enfin, est-ce que ça te branche, et puis il n'y avait pas de. Si j'avais dit non, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Mais en gros, j'ai dit oui. J'ai pas passé d'essai dessus. On a commencé comme ça direct. C'est cool ça. Oui. C'est cool ça d'être appelé comme ça pour un projet. Et puis un beau résultat en plus. Donc franchement, c'est merci. Une belle aventure. C'est une aventure qui est chouette parce que ça a duré. Au final, quasiment 5 ans pour moi. Après, il y a eu un trou parce que la série s'est arrêtée. Puis là, ça reprend. Donc c'est plutôt, ouais, c'est un gros truc, quoi. C'est vraiment, on va dire, un gros coup de bol, quoi. Ouais, quand les projets durent dans le temps sans qu'il y ait de tension ou quoi, c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans l'audiovisuel, donc ça fait plaisir quand ça arrive. Ouais. Des vraies rencontres humaines aussi. Et justement, je voulais savoir comment est-ce que tu travailles donc avec un réal comme François. Est-ce que tu es plutôt libre artistiquement? Quelles sont ses consignes ou peut-être des références qu'il te donne? Comment ça marche? Alors au tout début, c'était vraiment, j'étais très très libre. Voilà, je pouvais un peu proposer ce que je voulais. Il y avait quand même quelques références, mais voilà, grosso modo, j'étais très libre. Et de plus en plus, et encore maintenant, on m'envoie des références en fait. On dit voilà, j'aimerais bien telle musique. Tel type de musique pour tel passage, ça collerait bien, sachant que ça c'est ce que veut le réalisateur, mais avec François, je suis aussi libre de proposer des trucs, et il a l'intelligence, on va dire, d'écouter en fait. Je pense qu'il y a certaines personnes qui écouteraient pas si voilà, ils veulent un certain truc, si tu leur proposes quelque chose d'autre, ils vont te dire non, quoi. Là, avec François, je peux proposer quelque chose d'autre. Si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Mais en tout cas, il va écouter et il va essayer d'analyser, voir si ça marche aussi, même si c'est différent de ce qu'il avait en tête. Et du coup, un petit peu pour parler donc de travail avec des réals, tu as travaillé pour le Visiteur du Futur, mais aussi tu as travaillé pour les contes de Nina de Anaïs Fachez, si je prononce bien, qui a un univers très différent, un peu plus intimiste. Est-ce que tu as ressenti des différences entre les réalisateurs sur les demandes? Oui, c'est pas pareil. Déjà, c'est pas tout à fait le même style. C'est beaucoup plus fantastique pour les contes de Nina, et un peu plus horrifique, mais il y a toujours un aspect très enfantin avec plein de petits instruments de contes pour enfants, ce qui est assez marrant parce que ça marque un petit décalage quand même avec l'univers qui est un peu glauque quand même pas mal de fois. Mais du coup, il y a toujours cet aspect un peu conte pour enfants, et les deux, que ce soit Anaïs ou François, travaillent vraiment différemment. Donc c'est intéressant. Anaïs, pareil, elle m'envoie quelques références. Je suis assez libre aussi, mais elle va être
super pointilleuse sur des fois des sons ou une note. Des fois, je vais avoir un retour du genre ouais, j'aime bien, mais par contre, est-ce que cette note-là, on peut la changer? Ce que j'ai pas vraiment avec François. François, il dit ah, j'aime bien, mais c'est plus les textures globales ou les couleurs qui vont le choquer. Ressentir. Voilà. Mais là, il va dire ouais, là, je trouve que tes violons, ils sonnent un peu bizarres. Est-ce qu'il y a moyen de changer ou de faire un autre instrument ou quoi? Mais c'est un peu moins précis, si tu veux, en termes de notes ou même d'ambiance que Anaïs. Mais je pense que chaque réalisateur a sa sensibilité aussi, a son oreille aussi. Et de toute façon, tu es censé être au service, enfin, tu n'es pas censé, tu es au service du réalisateur. Donc après, tu peux toujours argumenter, mais le dernier mot, c'est le réalisateur qui l'a. Ouais, il faut s'adapter et pas trop imposer son style à soi. Bah, tu peux imposer ton style, mais au final, voilà, tu acceptes aussi. Tu restes au service de l'œuvre. Voilà. Après, moi, j'ai du bol, c'est que je travaille finalement très peu. J'ai travaillé pour François, j'ai travaillé pour Anaïs. C'est un petit monde assez restreint. Et donc, je sais que quand ils m'appellent, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent, je peux le faire. Donc c'est quand même ça, c'est intéressant, c'est que je me pose pas trop de questions quand François m'appelle, même pour faire un moment on faisait French Nerd, French Ball, les sketchs. Si lui m'appelle, c'est que j'étais capable de le faire, même si les projets étaient un peu farfelus. Voilà. Moi je lui fais confiance à ce moment-là, c'est aussi super gratifiant de se dire ok, il m'appelle, ça veut dire qu'il a confiance en moi, il sait que je peux faire ce qu'il me demande, donc tu y vas sans stress en fait, tu dis oui et puis après tu fais le boulot. Alors du coup, pour en revenir aux visiteurs plus précisément, donc comme tu l'as dit, t'es arrivé après la saison 1, donc qui est d'abord sortie avec de la musique libre de droit, il me semble. Et du coup, donc t'as recomposé la BO, j'ai pas trop trouvé si c'était pour la sortie en DVD ou pour la diffusion chez France 4, mais du coup, est-ce que c'était plus dur de travailler avec un support qui était déjà terminé, monté, avec des musiques calées, que de composer pour quelque chose qui allait venir plus tard? Non, c'était plus facile. Je l'ai fait pour la sortie DVD, je crois. Si je me rappelle bien, parce qu'elle est sortie quasiment juste après qu'on ait fini la saison 2. Ils ont sorti la saison 1 en DVD. Et du coup, il fallait refaire les musiques pour des questions de droit. Et du coup j'ai composé là-dessus. Mais en fait, c'était... quelque part, c'est plus pratique et c'est plus facile, en fait. À partir du moment où... c'est un peu... je dirais, tu prends l'analogie de... si je te dis, fais-moi un dessin, la première question que tu vas poser, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dessine? Si je te dis, dessine-moi une maison avec un jardin, 4 fenêtres et 3 arbres autour, c'est tout de suite plus pratique. En musique, c'est pareil. Si tu as déjà le timing, si tu as déjà l'ambiance qui est déjà faite, plus tu as de contraintes, en fait, plus c'est facile, entre guillemets, parce qu'il y a quand même l'aspect composition, mais ça reste quand même assez... d'un seul coup, tu te mets un cadre, en fait. Tu vas pas partir n'importe comment. Donc, quelque part, c'était un peu plus facile, et ça a été, je crois, plus rapide que de composer pour la saison 2, parce que justement, il y avait déjà le timing, il y avait déjà... avant de commencer, j'avais regardé tous les épisodes, et je m'étais fait un dérush de « Ah voilà, la musique qui est dans l'épisode 1, elle est aussi réutilisée dans l'épisode 2, donc c'est pas forcément le même passage, donc il faut que je fasse un truc un peu plus long que dans l'épisode 1. » Et au final, ça avait été très rapide à faire parce que tu as le cadre en fait qui est déjà là en fait. Ok. Et du coup, à part donc, ce cas particulier où tu as bossé sur ce montage, d'habitude tu bosses plutôt sur un montage, un pré-montage, un scénario ou une description de personnage Ça dépend à quel moment j'arrive dans la musique en fait. Parce que je peux très bien commencer à travailler avant, pendant le montage ou après une fois que c'est monté ou même quand c'est même pas monté de manière définitive et ensuite après quand c'est vraiment t'as le montage définitif. Donc ça va dépendre de l'endroit auquel de l'endroit du moment où tu arrives en fait dans le processus. Si tu travailles au tout début, c'est sûr, t'as pas d'image, donc ça va être le scénario. Si tu travailles un peu après, genre pendant le montage ou pendant le tournage, tu peux déjà avoir quelques images, histoire d'avoir quelques bases sur lesquelles bosser.
même si tu travailles un peu en avance, eh bien, généralement, tu arrives quand même à avoir des photos des lieux de tournage ou des photos des comédiens, voilà, des choses, sachant que tout ce qu'on peut avoir comme info avant, au moment de bosser en tout cas, c'est bon à prendre en fait, pour essayer de décrire une ambiance, quoi. Ok. Donc si tu avais vraiment le choix, tu partirais carrément sur un montage comme la saison 1. Oui, ouais, c'est quand même beaucoup plus. Bah, c'est quand même plus sympa de dire que Ouais, c'est sûr. si tu composes de la musique à l'image, c'est quand même plus sympa d'avoir l'image, quoi. C'est sûr. C'est un peu la base du truc. Mais c'est très rare parce que généralement, t'arrives, du coup, si tu veux avoir vraiment l'image définitive avec les effets spéciaux et tout, ça veut dire que tu arrives vraiment très tard dans le processus. Donc, soit tu composes très vite, et auquel cas tu peux éventuellement faire ça, soit il n'y a pas le choix, tu composes avant. Généralement, c'est ce qui se passe, hein, tu composes avant, parce que l'autre chose qui se passe généralement, c'est que le montage est fait sur la musique. En fait, soit, quoi qu'il arrive, le montage, il va être fait sur de la musique. Donc, soit c'est celle que tu as faite, soit ça va être de la musique temporaire, et il y a toujours un risque. Il y avait une interview à un moment, justement, je crois que c'était à propos des musiques du MCU, et il y avait, je sais plus s'il y avait Hans Zimmer, Alexandre Desplat, et ils avaient dit en fait la musique temporaire c'est un boulet en fait. C'est très bien, mais si tu veux, t'as tous les intervenants du film, de la production, qui vont regarder le montage avec cette musique-là. Quand tu fais le montage, tu regardes le même passage, je ne sais pas combien de dizaines de fois, voire centaines de fois. Si tu veux, au bout d'un moment, t'imprimes cette musique-là. Et quand toi, compositeur, tu composes un truc qui essaye d'être un peu différent, là, tu peux avoir des problèmes parce que tout le monde a tellement dans l'oreille les autres musiques qu'au final, voilà, tu peux rien faire, quoi. Donc c'est toujours plus intéressant d'essayer de travailler le maximum possible avant pour que les musiques temporaires soient les tiennes. Ouais, c'est ça. Bah ouais, on en parlait dans notre épisode sur les super-héros justement. Je crois que la vidéo dont tu parles, ça doit être une table ronde du Hollywood Reporter qui tous les ans font une table ronde avec des compositeurs. Et donc les auditeurs, je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez en entendre plus là-dessus. Et c'est vrai que ça. Elle était intéressante cette vidéo. Ouais, c'est pas mal. Tout le monde discute, c'est sympa. Du coup, alors pour ta façon de composer en tant que telle, on a l'impression que ça évolue un peu, enfin j'ai l'impression en tout cas que ça évolue pas mal entre la saison 2, saison 3 et saison 4. En fait, dans la saison 2, on a l'impression que tu composes beaucoup de longues boucles musicales, sûrement pour que le monteur puisse couper librement dedans. On voit ça avec le morceau Révélation par exemple, qui est vraiment une montée en puissance comme ça, ou même le thème principal tout à l'heure. Voilà. Mais il y a aussi des fois où tu as l'air de composer après le montage, ou en tout cas avec des timings précis, comme par exemple dans Libération, qui est ton extrait qu'on écoutera juste après. Mais par exemple, il y a un moment où Stella et Raph, qui sont deux personnages qui s'embrassent, on a une espèce d'envolée de cordes comme ça, vraiment timée nickel. Donc dans quel cas est-ce qu'on choisit de faire plus des boucles pour qu'on puisse monter dedans, et dans quel cas on compose vraiment pour une action précise? Je dirais que c'est exactement le même cas que la question précédente en fait. C'est selon le moment où j'ai composé, ça va être soit pour être coupé, donc toutes les boucles dont tu parles, et c'est le cas effectivement pour Révélation, c'est le cas pour beaucoup de morceaux. Je crois que dans la saison 2, il y a très peu de morceaux que j'ai fait pendant la saison, ou en tout cas après. Du coup, tous les morceaux quasiment de la saison 2 ont été faits avant, et c'était fait pour que François puisse couper là où il voulait, avec la possibilité pour moi après de retoucher et de faire en sorte que ça se finisse bien ou quoi. Mais je me souviens par exemple le morceau, c'est peut-être Révélation, je me souviens plus à quoi il ressemble. Enfin bon, voilà, à chaque fois qu'il y a ne fais pas ça, sinon voilà ce qui va se passer. Cette musique-là, j'avais fait la musique et plein de fins pour que en fait François puisse mettre la fin qu'il voulait, avec soit un coup, soit deux coups, avec dans la bonne tonalité, et il pouvait glisser ses fins comme ça là où il voulait, et ça marchait quasiment tout le temps sans aucune idée de rythme. Donc ça c'était vraiment fait, voilà, pour être monté à la sauvage, sans que j'ai rien d'autre à faire après en fait.
Et après, s'il y a d'autres morceaux où je pouvais justement, j'avais l'image, j'avais le montage, je pouvais proposer un truc. Et donc c'est le cas de Libération. Mais Libération, on en parlera après, il n'a pas été fait pour la scène de Stella et Raph. Il a été fait pour un autre moment. Mais celui-là, il a été fait justement timé sur l'image exactement, quoi. Donc c'est un morceau qui a un début, une fin. Il a été fait pile pour l'action. En l'occurrence, c'est l'épisode, je sais plus lequel, 10 ou 9, là où Castabot il meurt. Il se prend une balle. Donc ça a été vraiment fait pour ce moment-là. Et du coup, je l'ai fait du début à la fin, timé avec les changements qui vont bien, avec la montée en puissance, pour que justement quand il y a les cordes à la fin, c'est pile le moment où Castabot il tombe par terre. Ok, eh ben je vous propose d'écouter ça du coup. Yes. Pendant longtemps, et je crois qu'encore maintenant, là, après il y en a eu d'autres depuis, mais ça a été peut-être le morceau préféré que j'avais en fait de la saison 2, voire même de toutes les saisons en fait, de la saison 1 aussi. Je trouve que ouais, c'est un morceau qui me touche, d'abord parce que je crois que c'est peut-être le seul que j'ai composé qui soit justement sur l'image. Parce que dans la saison 2, c'est le seul qui est. Voilà, il y a plein de morceaux dedans, de trucs différents. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir. La rythmique de batterie, c'est juste. Alors c'est moi qui avais joué la batterie sur une batterie électronique, mais je crois que c'est pas loin d'être la rythmique de Rosanna de Toto. Donc c'est un truc que tu t'attends pas forcément à avoir
dans une musique de film, t'as les corps en même temps, il y a de la vraie clarinette, je crois que c'était la première fois que j'enregistrais aussi un vrai instrument dans la BO. Et puis voilà, il y a tout ce qui me touche dedans. Il y a des mélodies de corps qui sont juste dingues. Donc c'est un morceau qui me touchait vraiment plus que les autres à l'époque. Un peu comme il y a eu je crois que c'était Requiem pour Judith dans la saison d'après. C'est pareil, c'est un truc qui évolue ou le sacrifice de Judith, là où vraiment elle se sacrifie et elle meurt, c'est pareil. Il y a une évolution avec plein de passages différents. Et c'est le genre de morceaux qui m'ont vraiment plu, quoi, parce qu'à l'époque où je les ai composés, voilà, c'était sur l'image, c'était vraiment des beaux souvenirs, en fait, des belles expériences. Alors que pour pas mal d'autres morceaux, j'étais justement en train de les faire par boucle, sans forcément d'image ou quoi. Donc c'est des morceaux qui sont marquants pour moi, en tout cas. C'est vrai qu'on voit que ça change beaucoup, il y a vraiment beaucoup de différences, beaucoup d'instruments, beaucoup de petites percus aussi un peu partout dans le mix. C'est marrant d'écouter au casque aussi parce que du coup on en a un peu partout autour de nous et c'est assez marrant à écouter. C'est vrai que c'est assez riche comme morceau, je trouve. Ouais, il est dense. Et donc là, on a parlé du fait que des fois tu faisais, enfin, sur cette scène-là, tu fais à l'image, mais est-ce que quand tu pouvais pas faire à l'image, est-ce que tu avais le droit d'aller sur le tournage pour t'inspirer un petit peu de l'ambiance pour l'écriture des musiques? Oui, enfin j'ai le droit, c'est... Est-ce que tu l'as fait? A priori, je suis pas interdit de tournage, mais je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait pour la saison 2, après je l'ai fait on était dans des bureaux. Mais bon voilà, ça aide aussi de s'imprégner un peu. Pour la saison 3, je crois que j'y suis pas allé, 3 et 4, j'y suis pas allé. J'aurais bien aimé, notamment voir Néo Versailles, ça m'aurait bien plu. Mais c'est vrai que tant que possible, j'aime bien en fait. Je pense que tu es obligé en fait d'y aller pour avoir un petit peu l'ambiance, mais même ça aide vachement d'avoir l'ambiance du tournage, de voir les lieux, de voir les comédiens. Ça permet d'avoir des images en fait avant que ça sorte. En fait, c'est tout bête, mais en fait en tant que compositeur ou enfin même n'importe quel artiste, je pense que tu as besoin d'avoir un peu un environnement, quoi, et voir l'environnement du tournage, c'est quand même c'est toujours intéressant en fait. Alors, donc on disait que tu composes des morceaux entiers, mais qui sont coupés au montage, qui sont pas souvent diffusés en entier. Est-ce que parfois ça peut être frustrant? Est-ce que tu as des frustrations qui sont imposées par le format du coup de la musique pour l'écran que t'as peut-être pas ailleurs? On sait que t'as fait un album à côté qui s'appelle Shadows, donc qui était vraiment un projet à toi. Donc est-ce que tu ressens besoin de faire quelque chose qui est pas pour l'image? Justement, est-ce qu'il y a des frustrations qui viennent quand on compose pour l'écran? Alors oui, je dirais que même sur des morceaux, si tu veux, que tu composes sur l'image, il y a des fois où il y a un bout qui est coupé quand même, et c'est super frustrant. Surtout si évidemment c'est le morceau c'est le passage que toi t'aimes vraiment bien, mais qu'en fait le réal il dit ah bah ouais non il est super mais on va le garder pour ailleurs. Et donc c'est comme je disais tout à l'heure, tu te plies au réal, mais c'est vrai que t'as une frustration. Ça veut pas dire que ce que fait le réal est pas bien au montage, c'est juste que voilà, t'as composé un morceau qui est complet, après il est coupé parfois pile au moment où tu veux pas qu'il soit coupé. Oui, t'as forcément une frustration, quoi, mais après ouais, c'est pas, je pense que t'es obligé de l'accepter, et dans l'absolu je l'accepte, tu vois, je vais rien dire, je vais pas dire bah non attends je te refais un morceau parce que je crois que ça fait partie du jeu aussi, c'est normal en fait, comme les comédiens qui vont jouer et qui vont avoir leur scène qui va être coupée, ouais, c'est le jeu, quoi, c'est un peu normal. Si tu fais de la musique à l'image, faut t'attendre à un moment que ce que tu as composé se soit coupé ou pris ailleurs, voilà, ça arrive, quoi. Mais du coup après le fait de composer à côté, ça c'est pas pour combler cette frustration, c'est vraiment pour faire d'autres choses en fait. Ouais, je disais ça parce que quand on écoute Shadows, on te sent beaucoup plus libre niveau instrument et tout. On sent il y a du chant, il y a vraiment beaucoup de choses différentes, et du coup c'est pour ça que je me disais que peut-être s'il y avait un côté
plus libre, qui était peut-être plus sympa que quand on compose pour l'écran? Non, c'est vraiment différent, c'est vraiment autre chose. Bien sûr, tu es plus libre puisque t'as pas de contrainte de temps. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu as envie de faire un morceau d'un quart d'heure, tu peux le faire si tu veux. Tu sais qu'il va pas être coupé parce que c'est toi qui fait le coup, le montage. Donc oui, à ce niveau-là, tu es plus libre. Mais voilà, c'est une façon de s'exprimer qui est différente. C'est une composition comme une autre en fait. C'est un plaisir que tu as. Vu que c'est un peu personnel, Shadows, il est personnel. Ouais, je suis super content de l'avoir fait et je suis super content, je me suis lâché dedans, j'ai fait ce que je voulais faire dedans. Mais ça veut pas dire que je fais pas ce que je veux faire dans d'autres compositions, genre Le Visiteur du Futur ou Les Contes du Nina, c'est quand même moi qui compose et qui fait ce que je veux, donc c'est juste différent en fait, mais c'est aussi intéressant. Du coup, dans Le Visiteur du Futur, forcément la musique renforce beaucoup les émotions, et il y a aussi beaucoup d'aspects comiques, c'est aussi une série très drôle. Alors, comment est-ce qu'on compose pour la comédie spécialement? Je pense par exemple au morceau L'Humaniste, au morceau Les Larmes du Visiteur, où vraiment t'en fais des caisses dans le style vraiment un peu cliché, par exemple les petits violons et le piano très aigu qui fait un peu feu de l'amour et ce genre de choses. C'est quoi les bonnes techniques qu'on peut avoir pour composer pour la comédie? Bah, tu y as répondu en fait. Soit tu prends le parti d'être complètement à contre-pied et tu te dis voilà, la situation est comique et du coup je vais faire une musique qui va être hyper triste. Ça peut marcher si tu veux, parce que tu as le décalage justement qui marche. Soit tu prends le parti justement, comme tu disais, d'en faire des caisses quoi. Donc l'humaniste, oui, après t'as des recettes, tu vois. Humaniste, je suis parti sur un truc ultra patriotique, donc avec les trompettes. Bonjour, je suis le docteur Henri Castafolle. Laisse-moi te parler du futur, veux-tu? Mais pas le futur de la Brigade du Temps. Un futur plus lointain. Vois-tu, dans quelques siècles, la Terre sera ravagée par toutes sortes de cataclysmes. Et si tu m'en demandais d'en citer quelques-uns, je dirais le réchauffement climatique, appauvrissement des ressources naturelles, zombies, autres créatures à la One Again. Bref, la Terre telle que tu la connais va disparaître. Heureusement, il existe des gens qui veulent empêcher ça. Ces gens, c'est nous. Malheureusement, la police du temps ne nous laisse pas sauver le monde. Pour eux, le temps est une valeur fixe, immuable. Pour eux, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et c'est là qu'en tant que scientifique, mais surtout qu'en tant qu'humaniste, je dis bullshit. Je dis bullshit, mais pas seulement. Je dis que nous pouvons changer les choses. Je dis que nous devons changer les choses et je dis que l'humanité doit changer. Oh, bravo, Henri! Et donc, Raph, si tu crées la police du temps, c'est un peu comme si tu condamnais l'humanité. Je te laisse réfléchir là-dessus. Tout ce qui est, on va dire, instrumentation et arrangement ultra patriotique ricain, tu vois, et si tu veux faire chialer les gens, bon, t'as pas 50 recettes, tu vas pas mettre des trompettes, tu vois. Donc tu y vas avec les cordes aiguës, le piano aigu, des trucs un peu larmoyants, et voilà, le but c'est vraiment d'en faire des caisses pour accentuer encore plus l'aspect comique que tu vois à l'image, quoi. Et puis pour parler aussi des à côté, parce que dans le Visiteur du Futur, il y a aussi des musiques, des chansons à côté. On pense par exemple à Why Do You Smile, du générique de fin de la première saison, je crois, et puis de A Little... De toutes les saisons. De toutes les saisons même, ouais, c'est vrai. A Little Big Longer de Florent Dorin, qui clôt la saison 2. Est-ce que tu as collaboré un petit peu au choix ou à la partie, enfin le fait de les intégrer dans la BO, ces musiques? Pas du tout. Je dirais que j'ai même pas de voix, et dans l'absolu, je suis même pas au courant parfois. Alors je crois que pour Florent, j'étais au courant. Enfin, à chaque fois, j'ai été au courant, mais dans l'absolu, j'ai même pas à être au courant en fait. C'est le réal qui choisit et qui dit à la limite, je peux être au courant parce qu'il va dire à ce moment-là, compose pas de musique parce que je vais utiliser telle musique. Okay. Ça peut être ça. Par exemple, je sais que dans Le Roi des Cons, avec François Descraques, il m'avait dit au début, le générique, ce sera Le Roi des Cons de... je sais plus quel chanteur français, j'ai honte. Mais bon, c'est la loose. Mais voilà, il y avait le morceau du Roi des Cons, il m'avait dit, compose pas là-dessus parce que il y aura ça qui sera utilisé, quoi. Du coup, bah, j'ai rarement j'ai même jamais de voix en termes de choix, en termes de collaboration. Alors après, il s'est passé c'était sur je sais plus quelle saison, il y avait Inside My Heart de Florent Dorin.
En l'occurrence, on a fait l'arrangement tous les deux et du coup, j'ai bossé avec lui pour faire une version de sa chanson qui soit intégrée dans le morceau. D'ailleurs, c'est moi qu'on entend qui fait les chœurs à la fin. Je crois que personne ne le sait à part lui. Euh, On a mais une voilà, exclue. voilà. C'est très rare parce qu'en fait l'idée, je crois que j'étais le seul à pouvoir. On était deux dans le studio et il y a que moi qui pouvais monter aussi haut, donc lui il n'y arrivait pas, donc c'est moi qui les ai fait. Bon, depuis je chante un peu mieux, mais voilà, c'est moi qui ai fait les chœurs et le morceau, voilà, on l'a arrangé vraiment tous les deux et du coup il est intégré comme ça. Mais c'est vraiment la seule fois où j'ai participé à la musique. Qu'on dit additionnel en fait, Ouais. mais c'est intéressant aussi. Il y a une série comme ça, c'est Cloak and Dagger là, de Marvel. Oui, C'est de Marvel. blindé il y a très peu de musique originale, c'est blindé de Mm. musique de musique additionnelle. Par contre, c'est le choix. Donc là, il y a un superviseur musical qui a choisi tout ça et je trouve que les musiques sont dingues à chaque fois. Elles collent. La série, j'ai pas trop accroché, mais les musiques dedans sont juste dingues. Mm. Mais voilà, je pense que le compositeur, pareil, il a pas beaucoup bossé dessus, et, et il avait pas le choix, quoi. On lui a dit, voilà, là j'utilise ça, et je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget parce qu'il y avait tellement de budget pour acheter les droits des autres morceaux que voilà. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ces musiques-là parce que ça change aussi, ça permet d'apporter une diversité. Moi, je fais pas ce que fait Florent, je fais pas ce que faisait Mix Bizarre à l'époque, donc c'est intéressant aussi, quoi. Mm, mm. Et dans le même genre, même genre de question, il y a la 7e symphonie de Beethoven dans la saison 2, fin de la saison 2. Est-ce que c'est ton idée ou est-ce que c'est aussi l'idée du... Non, du tout, c'est une idée de François aussi, Ouais. il a mis ça. Voilà, ça marche aussi. Mm, Pareil, mm. c'est un choix de musique qui est bien, qui passe très bien. Et pareil, j'ai pas eu de choix. C'était voilà, on utilise cette musique-là. Ce qui est bien, hein. Moi, du coup, tu te dis, bon, ça fait ça de moi à composer. C'est sûr. Ce qui est marrant avec la 7e de Beethoven, du coup, c'est que ça marche comme ça aussi. C'est des boucles continues qui montent en puissance. Donc, c'est assez marrant de voir que même Beethoven composait un peu comme pour des musiques de films à l'époque aussi. Ouais. Mm. Bah, après, tu restes dans du. Tu sais, il y a des structures. Hein, une structure de musique classique, c'est quand même. Dans l'absolu, c'est utilisable dans n'importe quelle musique de film, quoi. Donc je pense que n'importe quelle musique classique, tu dois pouvoir l'utiliser dans un film, à condition de faire le montage qui va bien avec, quoi. Mais c'est faisable. C'est sûr. Et la bonne situation qui va avec. Ouais, aussi. ouais. Et donc, je voulais voir une différence entre composer à l'écran et puis composer pour un album indépendant. Et toi, est-ce que tu te considères plutôt comme un compositeur de musique de film qui a des projets indépendants à côté ou plutôt un compositeur de projets indépendants qui de temps en temps fait de la musique de film? Je pense que ça va pas t'aider, mais je me considère comme compositeur en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est deux choses différentes, mais le travail il est plus ou moins le même. C'est-à-dire c'est composer de la musique pour que ce soit pour toi ou même pour quelqu'un d'autre ou pour un film, tu es là pour composer, quoi. Et généralement, enfin après, je sais qu'il peut y avoir des compositeurs qui vont faire ça. Je sais pas, on appelle ça de la musicomètre. Donc tu fais le truc sans vraiment d'âme. Moi, j'ai cette chance de pouvoir composer à chaque fois. C'est un peu de moi que je mets. Donc que ce soit dans mes projets ou dans les projets type Visiteurs du futur ou les Contes de Nina, c'est mes compositions, c'est mes émotions que je mets dedans. Donc quelque part, c'est des projets différents, mais le travail est le même, en fait. Tu utilises plein d'instruments originaux aussi. Tu utilises par exemple du gamelan, je crois que c'est du gamelan Ouais. dans la saison 2, qui sont des percussions indonésiennes, ou même carrément des couverts ou des clés quand ça marche avec l'histoire ou un personnage. Par exemple, le morceau Les Cachots dans la saison 4, tu utilises des clés. Ouais. Voilà, donc comment est-ce qu'on choisit un instrument plutôt qu'un autre quand on compose une musique Comment ça devient des idées comme ça ? Bah, c'est d'abord une question de goût. C'est vrai que moi j'aime bien le gamelan. Alors c'était du gamelan virtuel, hein, mais bon, les couverts c'était des vrais couverts, les clés aussi.
Mais voilà, c'est une question. Moi, j'aime bien le son du gamelan, j'aime bien tout ce qui est métallique, j'aime bien tout ce qui est clavier, que ce soit, quand je dis clavier, c'est percussion, clavier, donc xylophone, les petits métallophones, les glockenspiel, le vibraphone, c'est des sons qui me parlent, vu que je suis aussi prof de percu classique, donc c'est un peu ça fait partie de mon boulot aussi, et c'est des sons que j'aime bien. Donc après, euh, comment tu choisis un instrument, ça dépend de l'ambiance que tu veux faire passer, de ce que... Comme je disais tout à l'heure, si tu veux faire un truc hyper sentimental, tu vas peut-être éviter de sortir la trompette et la grosse batterie, si tu veux. Tu vas plutôt sortir les violons et le piano. Et à l'inverse, si tu veux faire un truc péchu, bah, t'es quasi obligé de mettre des percus, tu vois, et des cuivres. Donc je dirais que c'est toujours une question de cadre. À partir du moment où tu as un type d'action, ça va tout de suite t'orienter vers un type de son. Et ensuite, à toi de voir ce que tu peux utiliser. C'est vrai que si tu as ta possibilité, notamment pour les cachots, c'était sympa d'utiliser des clés. J'aurais pu aussi dire, j'utilise un son je sais pas, de barre métallique, parce que ça se prête bien à la situation. Bah oui, ça peut être le cas. Néo Versailles, c'était un, un décor qui est complètement fait de récup. Tu te dis, oui, il y a quand même un truc à faire dans la musique, parce que ça s'y prête, quoi. Après, si tu as une action qui se passe dans un bureau, tu vas peut-être pas enregistrer des machines à écrire ou des claviers d'ordinateur, si tu veux. C'est parce que la situation s'y prête que tu vas choisir d'utiliser des instruments originaux. Là, j'ai vu récemment, je sais plus comment il s'appelle, le compositeur sur The Mandalorian. Voilà, il a été sur le tournage. Goranson. Peut-être Je un crois que c'est truc comme ça. Goranson. C'est probablement ça. Et oui, il a été sur le tournage, enregistré des sons, il tape un peu partout, parce que clairement, ça s'y prête, quoi. Je sais que, je crois que c'est sur Tomb Raider, la musique du jeu, du premier jeu de la nouvelle série Tomb Raider, je sais plus comment il s'appelait, si c'est Shadow ou Rise ou Tomb Raider tout seul. Le mec avait carrément créé un instrument, quoi. Il avait fait un truc, du coup il pouvait le jouer à l'archet, il pouvait taper dessus. J'ai trouvé la démarche aussi super originale, quoi, super intéressante. Donc je dirais que quand tu peux choisir un instrument, bah, fais-le. Enfin, tu peux le faire. Et moi c'est vrai que j'aime bien le vrai. Donc je travaille beaucoup avec du virtuel, mais si je peux avoir du vrai à un moment, comme on disait, dans Libération, il y avait une vraie clarinette. Dans le thème principal, il y a un vrai violon, il y a une vraie guitare. Si je peux avoir du vrai, c'est cool. Et même, je dirais, dans les synthés, tu vois, moi j'aime bien, sans parler du son des synthétiseurs virtuels qui sont très bien. Moi j'aime bien avoir le doigt sur les boutons. Donc, vu que je joue beaucoup de clavier, j'ai plein de synthés, plein de modules de son. Je vais avoir tendance à les utiliser eux plutôt qu'un truc virtuel qui va m'embêter à être programmé, parce que programmer et tourner un bouton à la souris, t'as pas le même retour que quand tu tournes avec un doigt, quoi, vraiment. C'est moins humain. Voilà, c'est moins humain, puis t'as moins de caractère aussi. Voilà, après, le son des synthés virtuels, ils sont bien, j'ai rien à leur dire. Il y a des gens qui disent, ouais, un synthé virtuel, c'est pas comme un synthé hardware. Moi, je dirais oui, seulement sur la partie contrôle, quoi. Après, sur le son, il y a des trucs très bien en virtuel, il y a des trucs très bien en vrai, tout comme il y a des daubes en vrai et il y a des daubes en virtuel, quoi. Mais j'aime bien le vrai, quoi. Donc si je peux utiliser des trucs vrais, tant qu'à faire, je vais le faire. Tant mieux. Voilà. Et donc, du coup, ouais, on parlait de comment trouver un instrument, mais comment tu trouves une mélodie aussi? Est-ce que tu as déjà des sons en tête? Est-ce que tu improvises un petit peu au piano, puis ça devient progressivement? C'est un peu, je dirais que c'est un peu un tout. Je dirais que tu peux, par exemple, moi j'aime bien le son, comme le son est inspirant en soi, quoi. C'est-à-dire que si tu prends un son de piano, tu vois, j'ai plusieurs banques de sons avec un son de piano différent. Il y a tel son de piano, il va m'inspirer plus que l'autre. Ou tel son de corde va m'inspirer plus que l'autre. Et du coup, tu peux avoir une mélodie qui arrive simplement parce que tu as utilisé le son qui, toi, fait résonner quelque chose en toi, en fait. Donc tu peux très bien, effectivement, comme tout le monde, hein, tu fais tourner un peu des accords au piano. Moi, je suis pianiste quand même
principalement. Donc oui, je vais utiliser le clavier, je vais faire tourner des trucs, je vais voir si ça marche. Mais avant ça, j'ai choisi un son qui fait que ça va marcher, quoi. Et que ça va m'inspirer un peu. Si je prends un son de piano qui m'inspire pas, je peux tourner une demi-heure et puis il se passera rien, quoi. Alors du coup, donc, comme tu l'as dit, tu travailles beaucoup informatiquement avec des synthés virtuels et tout ça, mais donc aussi avec des musiciens physiques. Comment est-ce qu'on choisit les parties enregistrées en vrai et les parties plus digitales ? Ça va dépendre alors je dirais des fois du budget, mais quand on n'a pas, du coup t'es un peu plus libre, j'ai envie de te dire. Enfin, ça dépend. T'es libre de travailler avec qui veut bien travailler avec toi. Et en fait, là, c'est une question de son, en fait, de ce que tu veux. Moi, j'aime bien, comme je disais, en fait, j'adore l'acoustique. Donc, j'adore la guitare acoustique, enfin, la guitare, oui, la guitare acoustique, folk, avec vraiment cordes métal. J'adore le violon. Là, j'adore le corps. Moi, j'ai jamais enregistré de corps, mais j'adore ça. Donc, si je peux en mettre, c'est cool. Si je peux utiliser un instrument vrai, je vais le faire parce que ça apporte quand même un grain que le numérique n'a pas malgré tout. Après, c'est bien de mélanger le numérique et le vrai, en fait. Si tu veux avoir un orchestre super réaliste, t'enregistres un peu de musiciens vrais, et tu mets ça avec le gros orchestre virtuel, et tu as quand même un résultat qui est bien, parce que tu as l'attaque et le grain des vrais instruments, et tu as toute l'ampleur du virtuel, et en fait les deux combinés te donnent un truc vraiment, vraiment très chouette, quoi. Donc je dirais que ça dépend du résultat que tu veux, mais de toute façon, plus tu utilises des vrais instruments, plus tu as des chances que ton résultat soit réaliste, quoi. Donc c'est un peu, t'as intérêt à utiliser des vrais instruments. Est-ce que tu dirais que l'informatique t'offre plus de liberté sur le moment de créer du moins la musique ? Oui, puis c'est de toute façon un outil qui est, je dirais, indispensable, quoi, parce que c'est un gain de temps aussi. Faut dire ce qui est. Travailler à l'ancienne, écrire tout sur partition, puis te dire tiens, bah alors comment ça sonne ça avec des vrais violons, ce temps-là tu l'as pas, quoi. Donc t'as des banques de sons qui sonnent super et qui sonnent de mieux en mieux. Là par exemple, si je réécoute la bande de son que j'ai utilisée pour le Visiteur du Futur, quoi, peu importe les saisons, elle sonne plus, enfin, ça sonne kitsch maintenant. Toutes les musiques qu'on entend du Visiteur du Futur, elles sont bien, mais je dirais qu'il y a que la saison 4 qui sonne plus ou moins pas mal, quoi. Les musiques des saisons 1, 2, 3, elles sonnent un peu... elles sonnent pas mal, si tu veux. Et à l'époque, ça sonnait bien, si tu veux. Mais maintenant, quand t'écoutes ça sonne plus pareil. Parce que les banques de sons ont évolué. Et donc, du coup, t'as des sons qui sont encore plus réalistes. Alors qu'à l'époque, tu trouvais ça vraiment super. Mais maintenant, du coup, ça a évolué. C'est encore plus réaliste. Et du coup, ça te fait gagner quand même un temps incroyable, quoi. Te dire que t'as des... voilà, si j'utilise des cordes, déjà tu utilises les cordes, t'as la tessiture des instruments qui est déjà faite, c'est-à-dire que tu peux pas faire un truc qui est infaisable à l'instrument. Ça a l'air ridicule comme ça, mais il y a des années, tu faisais un truc que tu pouvais faire jouer un son de très grave à un violon, ce qui est physiquement pas possible, si tu veux. Et ça marchait. Mais maintenant, en fait, et moi j'adore faire ça, c'est utiliser vraiment la vraie tessiture des instruments, comme ça, quand tu sors de la composition, si jamais tu as un vrai instrument à enregistrer, bah, tu sais qu'il n'aura pas de souci à le jouer, parce que tout est jouable. Bon, après, il y a des subtilités, mais en tout cas, voilà, ça aide beaucoup. C'est vraiment un gain de temps énorme, parce que t'as pas forcément, tu vois, moi je disais, je suis pianiste, donc j'ai des claviers, j'ai beaucoup de synthé, j'ai des claviers, j'ai une batterie, j'ai des percus, je suis ni violoniste, ni j'en ai un sous la main, donc oui, pour les sons orchestraux, tu vois, je vais pas me poser de questions, pour un gain bêtement de temps et de praticité, quoi, je vais utiliser des instruments virtuels, quoi. Et des fois, je vais même utiliser une batterie virtuelle, parce que pareil, c'est un gain de temps, plutôt que de se mettre 4 micros sur la batterie pour avoir un son qui est pas forcément super. T'as une batterie virtuelle qui sonne super, bah voilà, tu vas utiliser la batterie virtuelle, alors que t'en as une vraie qui est à côté qui est très bien,
Voilà. Donc c'est vrai que le virtuel est super parce qu'il te fait gagner du temps et tu as un rendu qui est tout de suite plaisant, en fait. Tu passes pas par un truc, voilà, je reprends l'exemple de la batterie, tu vas enregistrer ta batterie, quand tu réécoutes l'enregistrement, tu as quand même des chances de te dire, ouais, c'est un peu moyen, voilà, et du coup c'est un temps qui est perdu, alors que tu fais le même truc beaucoup plus facilement avec ton clavier et tu as un résultat qui est dingue. Du coup voilà, Ouais, et puis que tu peux plus facilement retoucher après aussi, tu Voilà. peux recaler sur le tempo et tout informatiquement. Ouais. Donc ça c'est parce qu'il faut se dire aussi que quand tu composes, si tu composes pas sur le montage final, ce qui est valable dans 90% des cas, tu as quand même pas mal de chances ou de risques, peu importe comment tu le prends, que le montage soit refait après. Donc en fait, des fois, il faut adapter ton tempo ou couper un bout. Si tu as du bol, tu coupes juste un bout et ça tombe bien. Si t'as pas de bol, faut adapter le tempo. Du coup, si tu as enregistré des vrais instruments, tu l'as un peu dans l'os, il faut que tu réenregistres les vrais instruments. Donc c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est vrai que l'informatique, voilà, ça t'offre effectivement une liberté. Je dirais que c'est un gain de temps et c'est un gain aussi euh, psychologique, si tu veux. C'est du stress en moins, en fait. Ok. Il y avait des concerts aussi, je crois. Il y a eu 1 ou 2 concerts Visiteurs du Futur. Est-ce que t'en as fait partie? Et du coup, comment est-ce que tu faisais est-ce que tu faisais du synthé en live? Comment ça marchait? Il y en a eu 2. Si je dis pas de bêtises, il y en a eu un, c'était vraiment, il y avait Florent et Mix Bizarre, je crois, qui avaient joué. Et il y en a eu un autre où là, j'avais été un peu en charge du truc et on avait organisé, il y avait vraiment tous les gens qui avaient joué dedans. Donc il y avait Mix Bizarre, il y avait Florent, il y avait les morceaux que j'avais fait moi, il y avait, je sais plus qui d'autre, il y avait Alix, une chanteuse qui chante, que j'avais enregistrée et qui chantait dans un épisode. Enfin voilà, il y avait beaucoup de gens qui jouaient. Et là, moi j'avais joué, en fait j'aime pas, alors que si tu veux, en tant que clavier, je joue beaucoup avec de l'informatique, des boucles, des trucs comme ça. Je fais beaucoup de musique électronique avec plein de samples. T'es 3 sur scène, t'as l'impression que t'es 50. Mais moi, j'aime bien le live, en fait. Donc, quand on avait fait ce concert-là, je crois qu'on était 7 ou 8 sur scène. Il y avait violon, alto, violoncelle, 2 guitares, basse. Moi, j'étais au clavier et batterie. Donc on était une tripotée et du coup les morceaux, je les avais arrangés pour qu'on puisse les jouer dans cette config là. Donc ils étaient différents de la version orchestrale évidemment. Je m'amusais pas à jouer l'orchestre à cordes au synthé parce que je trouve que ça a pas d'intérêt en fait. Donc c'était différent mais ça marchait bien quoi. Et du coup, est-ce que tout le monde pourrait composer avec les ordinateurs maintenant? Je crois que oui, tout comme tout le monde peut enregistrer chez soi. La technologie a tellement évolué, si tu veux, que oui. En fait, tu as des banques de sons qui sont disponibles un peu partout, que tu peux acheter ce que tu veux comme banque de sons. Si tu as besoin d'une guitare, même si tu n'es pas guitariste, moi j'ai un logiciel, tu joues l'accord et tu appuies sur une touche, c'est comme si tu grattais ta guitare, quoi. Et le résultat, il est bluffant, quoi. Après, si tu veux, ça vaut pas un vrai musicien, mais pour composer, je pense n'importe qui, enfin, c'est à la portée de n'importe qui. Et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est chouette, quoi. C'est chouette. Ouais, c'est comme la démocratisation de la vidéo, quoi. Tout le monde peut faire maintenant. Ouais, mais voilà, il y a plein de gens. Même, toi, moi, je suis prof de musique, d'instruments, mais t'as plein de gens qui apprennent tout seuls en regardant des vidéos sur YouTube ou quoi. Et alors, c'est pas forcément ils prennent pas forcément les bons réflexes, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir apprendre de chez soi. Surtout quand tu traverses une période un peu comme maintenant là, voilà, je trouve ça super, quoi, et de pouvoir créer de chez soi avec des outils qui sont vraiment super, qui sont accessibles. Voilà. Moi je trouve ça vraiment bien et je pense que tout le monde peut le faire, tout comme tout le monde peut faire de la musique chez soi et tout le monde peut s'enregistrer chez soi. Après la différence, voilà, c'est que tout le monde ne peut pas forcément produire un album ultra bien produit chez lui, tout comme voilà, moi je peux pas forcément le faire, mais en tout cas il est possible de faire un paquet de trucs et de composer chez soi sans aucun souci, quoi.
On voit par exemple Billie Eilish qui a vraiment percé, ils sont 2 dans une chambre avec un micro et ils arrivent à faire des trucs de fou, donc c'est vrai que ça a vraiment changé par rapport à avant où il fallait vraiment un studio pro hyper cher. Est-ce que ce serait ça que tu donnerais par exemple comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la composition, d'apprendre un peu les logiciels ou bien de... Qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme conseil Je pense que t'es obligé de connaître des logiciels. Je dirais que t'es pas forcément obligé de connaître la musique. C'est assez étrange comme phrase, mais en fait tu peux très bien t'en sortir sans forcément connaître la musique, sans forcément connaître les notes. Par contre tu es obligé de connaître le logiciel, savoir comment il marche, comment t'enregistres, parce que je dirais même n'importe quel compositeur il compose avec, ça va être soit Pro Tools, soit... ça peut être Logic, ça peut être Reaper, ça peut être voilà, ce qu'on appelle des séquenceurs audio numériques. Mais c'est vraiment ni plus ni moins des magnétos. Et ça, en fait, n'importe quel compositeur, même les plus aguerris, ils sont obligés de maîtriser ce logiciel-là, si tu veux. Donc n'importe quelle personne qui voudrait se mettre à composer est obligée de maîtriser un logiciel comme ça pour déjà pouvoir s'en sortir. Et ensuite, voilà, il faut... Tu peux te mettre à tâtons, t'achètes des trucs et tu testes. Et puis voilà, tu commences à créer des choses. Mais il y a énormément de choses qui se font pour les gens qui ne sont pas forcément musiciens et qui veulent s'y mettre. Je pense à tout ce qui est notamment boîte à rythme et gestion de loop. Il y a tout un tas chez Akai, là ils font plein de trucs avec des petits claviers, t'as des pads, t'as des petits claviers, t'achètes, t'as le séquenceur qui est fourni avec les banques de sons, tu peux déjà te faire plein de trucs. Tu peux prendre l'exemple aussi de GarageBand sur Mac, il y a plein de trucs, tu peux, même sans être musicien, tu peux faire plein de choses avec GarageBand. Et tu peux déjà composer en fait, hein. Tu peux vraiment composer avec, sans connaître la musique, juste en connaissant, c'est con à dire, mais juste en connaissant le logiciel, quoi. Ouais, c'est quand même une sacrée différence avec avant. Avant, il fallait que tu connaisses la musique, la tessiture de chaque instrument, t'écrivais sur ton bout de papier, et puis après tu essayais d'avoir des musiciens pour entendre comment ça sonnait, quoi. C'est vrai que c'est sûr que c'est un sacré gain de temps et d'argent. Ouais. Alors du coup, je vous propose d'écouter mon extrait du coup, que j'ai choisi. Donc c'est un extrait de la saison 3 qui s'appelle donc Duel amoureux. C'est un moment où Judith et Matteo, qui sont 2 personnages de la série, se battent. Et du coup, je vous propose qu'on écoute ça et on en parle après. J'ai choisi cet extrait parce que pour moi c'est vraiment peut-être ta meilleure montée en puissance sur la série, je trouve. Il y a vraiment quelque chose avec ce rythme qui est vraiment qu'on pourrait écouter en boucle pendant des heures. Moi j'adore, c'est vraiment hyper percutant et ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir vraiment une montée émotionnelle vraiment qui est pas du tout au début de l'extrait, je trouve, que vraiment c'est juste une percu très froide, et en rajoutant des cordes, en rajoutant un peu de cuivre et tout, on arrive vraiment à quelque chose d'haletant et qui est vraiment la dernière note qui reste en suspens. On est vraiment suspendu à cette note et on se demande vraiment ce qui va se passer, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment réussi pour le coup. Merci, mais en plus c'est intéressant parce que
franchement, généralement, on m'en parle pas de celle-là. Je t'avoue que j'en avais pas vraiment de souvenir non plus. Donc, mais je dirais que ça fait partie des musiques que j'ai dû faire sur l'image. Justement, vu comment ça se finit, et vu comment voilà, ça se coupe au milieu et tout, ça sent le truc fait sur l'image. Et c'est intéressant, c'est que justement, on entend donc l'espèce de batterie qui est complètement électro. Il y a un vrai synthé, qui est un de mes synthés que j'utilise beaucoup, que j'avais utilisé sur le thème de Castafold, je crois. Ça s'appelle, c'est un virus, ça s'appelle. Que voilà, je vais ressortir bientôt d'ailleurs. Et pour l'instant, il est en boîte depuis 1 an, mais il va ressortir là incessamment sous peu. Et voilà, c'est vrai synthé, et tu mélanges l'électronique avec l'acoustique, vraiment le vrai orchestre, et je trouve que t'arrives à un résultat, un mélange qui est intéressant en fait, en termes de texture sonore. Mais ouais, vraiment, c'est un super extrait. Et du coup, je trouve que c'est assez symptomatique de la saison 3 où vraiment tu vas composer, on a l'impression plus pour, justement, plus à l'écran et plus pour des personnages et tout. On a vraiment des thèmes par personnage, alors qu'avant, il y avait plus des thèmes par lieu ou par ambiance générale. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a changé peut-être entre ces deux-là, entre la saison 2 où on sent un peu moins... Est-ce que tu connais mieux les personnages? Est-ce que tu avais plus d'éléments? Bah après, il faut voir que donc, la saison 2, c'est celle par laquelle j'ai commencé moi à faire de la musique à l'image. Ensuite, il y a eu la saison 1, mais effectivement, c'était déjà cadré, il y avait déjà les musiques qui étaient existantes, donc ça faisait déjà 2 ans. Ensuite, il y a la saison 3 qui arrive, finalement, pour moi, ça fait 3 ans, donc il y a déjà un petit gain en expérience. Qui est forcément là. Je crois que cette saison-là, j'ai beaucoup travaillé à l'image aussi. Donc ça permettait de faire des choses qu'on pouvait pas avant. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la saison où sur le montage, il y avait les musiques des 2 premières saisons. Et ensuite, je recevais le montage et je travaillais à faire des musiques sur les images. Donc je crois que dans beaucoup de morceaux de la saison 3, c'est des trucs, même s'ils ont été réutilisés, ils ont été utilisés à un moment, enfin ils ont été composés sur l'image à un moment. Et je pense que ce morceau-là en fait partie. Et oui, je pense que voilà, il y a eu un gain aussi d'expérience qui fait que ça sonne pas pareil, tout comme la saison 4 sonne plus à pas. l'aise. Voilà, j'étais plus à l'aise. Je commençais à connaître et François et les personnages, même si voilà, il y a une évolution. Mais je pense que l'évolution est normale, si tu veux. Et ben du coup, on va un peu parler du film pour finir. Donc il y a un film Visiteurs du futur qui a été annoncé il y a peut-être 1 an maintenant, hein, ça doit faire 1 an, par là. Un peu plus que ça, je pense. Un peu plus, ouais. Oh là là, ça nous rajeunit pas. Hein, Oui. du coup, donc c'est toi qui composes. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de nous dire dessus? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quel est l'avancement un peu du projet? Ça en est où, cette histoire de film? Alors écoute, je peux pas dire grand chose parce que déjà je sais pas ce que j'ai le droit de dire, mais bon, il y a des choses évidentes de scénario que je peux pas te dire. Bien sûr. Je pense que je peux te le dire, c'était prévu pour un tournage fin d'année, en mars de l'année dernière. Ensuite, il y a eu des désistements et des soucis financiers, plus le Covid après, mais bon, ça n'avait pas forcément de lien. Ça a été reporté et du coup là c'est reparti depuis le mois de novembre. En gros, on refait les prépas. La production a réappelé tout le monde, a réorganisé tout pour un tournage début d'année, a priori c'est mars-avril 2021. Et du coup, moi je travaille, donc j'ai eu François, je commence à travailler dessus parce que justement, François aimerait bien que les musiques temporaires soient les miennes. Donc, a priori, le montage va commencer pas très longtemps après le début du tournage, donc il se fera en parallèle avec le tournage. Et en fait, il aimerait bien que le monteur utilise mes musiques, même si elles ne sont pas forcément finales, mais plutôt que d'utiliser d'autres musiques temporaires, d'autres compositeurs ou d'autres films, histoire de ne pas être justement trop troublé. Donc moi, j'ai prévu de commencer du coup, début janvier. Et du coup, je vais faire beaucoup. Donc là, je travaille sur le scénario. J'ai eu quelques visuels, des trucs en images de synthèse que j'ai reçus. Et puis on échange pas mal avec François pour savoir un peu les ambiances, justement des musiques de référence qu'il a, qui voudrait dont il voudrait que je m'inspire en fait.
Mais donc ça, Ok. ça va commencer incessamment sous peu. Et du coup, est-ce que tu seras moins limité par les moyens pour le film? Est-ce que tu vas pouvoir travailler avec un orchestre, par exemple? Alors, ce qui se passe, c'est que bon, c'est un budget qui est quand même. Après, c'est mon premier film, hein, donc je te dis ça de ce que la prod dit, de ce qu'on me dit par ailleurs. Le budget est pas dingue, si tu veux. Donc, quand on m'a annoncé le budget, j'ai bien compris que, si tu veux, l'orchestre, c'était pas. Enfin, l'orchestre symphonique, il fallait l'oublier, si tu veux. Mais on a réussi à trouver des solutions pour qu'on ait quand même pas mal de vrais musiciens. Et a priori, donc on n'aura pas un orchestre complet, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on va mélanger le virtuel avec des musiciens qui seront quand même. Enfin, il n'y aura pas que deux musiciens, tu vois, il y aura quand même un petit orchestre. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je suis pas vraiment limité en termes de budget, si tu veux. Vu que voilà, je vais continuer à travailler de chez moi, à faire toutes les maquettes, toutes les partitions, je vais les faire de chez moi. Ça change pas des masses en fait par rapport à la série. Après, c'est sûr que ce qui va changer, c'est qu'il y a une plus grosse production. Du coup, effectivement, on va pouvoir enregistrer des vrais musiciens, même s'ils sont pas nombreux, c'est toujours ça. Le mixage, c'est pas moi qui vais le faire, ça va être fait normalement en 5.1 par des gens qui sont habitués à mixer en 5.1 et tout. Donc ça va être, voilà, il y a une montée aussi en gamme en termes de qualité sur ce film en fait. Et du coup, tu parles de montée en gamme en qualité, et du coup, est-ce qu'il y a une montée aussi de pression par rapport à la série? Quelles sont les différences entre écrire pour un film ou écrire pour une série? Est-ce que c'est peut-être, est-ce que comme il y a moins de temps au total de composition, est-ce que c'est plus facile, ou est-ce qu'au contraire c'est plus compliqué? Qu'est-ce que tu dirais comme différence entre la série et le film? Je te dirais qu'il y a une pression parce que c'est mon premier film et je pense que enfin, je suis pas le seul dans ce cas-là, si tu veux. Je crois que François il a voulu garder un maximum de gens qu'on fait la série. Du coup, voilà, moi c'est mon premier film. Je crois qu'il y a d'autres gens, c'est le premier film aussi dans l'équipe technique, si tu veux. Donc il y a une petite pression, si tu veux, par rapport à ça. Après, voilà, je travaille, je suis payé un peu plus que pour la série. Pour faire finalement le travail qui est le même. Je vais travailler avec François et avec la production. Je vais travailler avec chez moi. Enfin, pour moi, si tu veux, il y a une petite pression qui est là, c'est sûr. D'autant que j'ai pas composé depuis quelques temps, donc oui, il y a une pression, mais ça reste gérable, si tu veux. C'est pas un gros Il n'y a stress. pas si tu trop veux. de différence, quoi. Voilà, c'est pas un Ça gros reste stress. le même. Après, en termes de temps, je sais que François, lui, il aime bien mettre beaucoup de musique. Donc, oui, par rapport à la série, il y a un peu moins de temps, je pense. Mais ça reste qu'il va falloir bosser quand même fort. J'ai quand même pas mal de boulot dessus, sachant que on va avoir pas mal d'allers-retours par mail ou par téléphone pour refaire des choses ou pour en faire d'autres. Enfin, voilà, on va avoir pas mal de modifs pour vraiment avoir un truc qui soit, dont François soit super content et moi aussi, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on va être peut-être un peu plus exigeant que sur la série. Bon, en tout cas, voilà, on n'a plus de questions, on va dire, à proprement parler sur ton boulot. Juste peut-être une dernière question pour conclure. Est-ce que tu as une recommandation, que ce soit musicale ou pas, un film, une série Écoute, moi, il y a un truc, je crois que ça date de l'an dernier ou il y a 2 ans. C'est vraiment la dernière baffe que je me suis prise, c'était Dark Crystal, Age of Resistance, la série. D'abord parce que moi je suis un dingue du Muppet Show de Jim Henson, donc, qui gérait toutes les marionnettes, qui a même géré Yoda, je crois, sur les premiers films Star Wars. Et du coup, Dark Crystal, j'avais vu le film, voilà, j'ai vu le film quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune. Du coup, ça m'avait marqué par l'ambiance. Et là, la série, je trouve que visuellement, tu te prends une baffe, les couleurs sont dingues, les animations, enfin les marionnettes sont super, les mouvements sont géniaux, et la musique est juste dingue aussi. Voilà, pour moi, j'ai pris une grosse baffe avec cette série. Et visuellement, je trouve ça super. La musique, c'est Daniel Pemberton que je connaissais pas avant, et en fait, je me suis aperçu, je l'ai réentendu après, j'ai retrouvé son style un peu dans Enola Holmes, le film qui est sorti il y a pas longtemps.
Et c'est un mec qui est intéressant aussi à suivre. Il a une manière de composer, je dirais, un peu à l'ancienne, avec des vrais instruments, avec pas mal de flûtes, des trucs vraiment qui sont sympas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je crois que c'est lui qui a fait Spider-Man New Generations, qui est pareil, je crois que ça mélangeait pas mal l'électro et l'orchestral, et ça évoluait vachement parce qu'il y avait plein d'univers différents. Donc voilà, pour moi voilà, c'est une grosse claque à tous les niveaux en fait. Les effets spéciaux sont super, l'image, la lumière, le son. Voilà, c'est vraiment une recommandation. Ce serait celle-là, quoi. Eh ben c'est bon à savoir. Super. Axel, est-ce que t'as une recommandation, toi? Une recommandation, toi? Si ce n'est que de regarder Visiteurs du futur. Alors ouais, on peut rappeler que la BO et le DVD sont disponibles à l'achat sur internet, et la BO est aussi disponible sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, c'est vraiment très sympa. La série est aussi disponible gratuitement sur le visiteurdufutur.com, je pense encore aujourd'hui. En tout cas, elle est sur YouTube et Dailymotion. Voilà. Et moi, j'ai juste une petite recommandation. En ce moment, je réécoute pas mal la BO de Gravity de Steven Price. Et voilà, peut-être qu'on fera un épisode sur Steven Price un jour, mais en tout cas, c'est vraiment pour moi, c'était une grosse claque à l'époque, et en réécoutant, c'est toujours une grosse claque. Il y a vraiment une ambiance, pour le coup, c'est très, très synthé, mais il y a aussi du violoncelle et tout, donc c'est vrai que il y a aussi ce mélange électro et instruments réels, et vraiment c'est une super BO, je vous conseille de retourner écouter ça, parce que vraiment c'est une claque autant que le film, je pense. Ouais. Voilà. Mais je pense que ça fait partie des musiques, tu vois, qui sont intéressantes, parce que c'est pareil, tu vois, c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais dans Le Visiteur du futur, il y a beaucoup de fans qui ont été marqués par la musique. Mais c'est aussi parce que François, il a donné de l'importance à la musique. Dans Gravity, c'est aussi ça. Dans La fille de l'eau, avec Alexandre Desplat, il a gagné un Oscar, je crois, pour ça. C'est pareil, il y a une place énorme de la musique. Tu parlais au début de la vidéo des musiques du MCU, et il n'y a pas de place pour la musique. Donc je dirais que la musique qui est bien, c'est celle à laquelle le réalisateur laisse la place, en fait. Et je pense qu'à partir du moment où le réalisateur ou le film laisse la place à la musique, tu vas avoir une musique qui est super intéressante. Et voilà, c'est le cas dans Gravity, mais dans plein d'autres choses. Mais il y a beaucoup d'autres films où en fait, il n'y a pas cette place, quoi. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Et merci beaucoup à toi, en tout cas, c'était vraiment super Merci à vous d'avoir cet échange avec toi. Et donc nous, avec Axel, on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Son du Ciné. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des étoiles, comme d'habitude. Et nous, du coup, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous, salut. Salut.